pourquoi ces 13 personnalités n'étaient pas allées à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Consensus. On ne devra pas seulement se limiter à ceux qui sont au niveau des institutions. Alors que dire de ces deux Congolais qui sont en dehors des institutions? Ils seraient moins Congolais que les autres. La crainte des uns et des autres, parce qu'il s'est installé ici en République démocratique du Congo, une espèce de tradition qui veut qu'après dialogue, il y a partage de pouvoir. Et une banque de la jeunesse qui aura pour rôle de financer les investissements ou de la création des entreprises de ceux-là qui seront sortis de ce service militaire obligatoire. Mais je vais plutôt essayer de donner un avis en tant qu'observateur, en tant qu'acteur politique à part entière. Vous savez, madame, les charges... Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep... Nde non pas les grands boss 10 ans d'avance Moukei mange. Nde non pas naïe. S'abonner na Africa Network TV. Bauti bozolanda chaîne biso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, nous sommes court penda base de l'EPT numéro. Blaise Makozo Yoka. 1-0D. Nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission Monsieur Carlos Kaombo. Monsieur Carlos Kaombo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président d'un mouvement de jeunes dénommé Jeunesse pour la défense de la République. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce mouvement? Oui, madame. La jeunesse pour la défense de la République, comme le mot l'indique, c'est un mouvement de jeunes qui a pour ambition de fédérer la jeunesse congolaise en vue de permettre à cette jeunesse de prendre part active dans la marche du pays, en même temps d'influencer la politique d'aujourd'hui et la gouvernance de demain. Nous avons pour grande ambition de susciter un génie de leadership qu'il y a dans chaque Congolais pour des grands enjeux à venir. Parce que le problème du Congo d'hier, tout comme d'aujourd'hui, c'est un problème relatif à un leadership de qualité, à un leadership exemplaire. Voilà la raison d'être de notre mouvement. Oui, nous allons parler ce soir de plusieurs titres politiques, des actualités politiques qui fait rage ces derniers temps, entre autres la démarche de 13 parlementaires. La question se pose, pourquoi amorcer une telle démarche pendant qu'il y a des institutions bien en place pour pouvoir donner des solutions à ce problème? Écoutez, madame, avant de répondre à la question du pourquoi cette démarche, alors que la voie institutionnelle existe, je voudrais qu'on analyse d'abord cette initiative sur le plan du fond et sur le plan de la forme. Sur le plan du fond, madame, c'est une démarche qui vise à recueillir le consensus. Le consensus sur des questions qui sont essentielles, des questions qui sont complexes, sensibles. Ça veut dire les réformes électorales. Nous sommes sans ignorer, et c'est d'ailleurs l'histoire la plus récente de notre pays, qu'à chaque fois qu'il y a élection, après, c'est des crises qui s'annoncent, c'est des déchirements. Il ne faudra pas que les élections deviennent un moment de division, un moment de déchirement de la République ou de la nation. La République, madame, ne se construit pas lorsque les enfants se tournent dos à dos. Nous en avons assez. Les acteurs politiques se sont longtemps versés dans la bataille, dans la violence, dans le déchirement, dans la division, et le Congo n'a pas gagné. Et donc, de notre point de vue, surtout nous, jeunesse pour la défense de la République, nous qui sommes partisans de la démocratie consensuelle, de la démocratie participative, de telles démarches sont à saluer. Alors, sur le plan de fond aussi, vous allez vous rendre compte que les questions soulevées par ces 13 personnalités sont des questions importantes. Lorsque, par exemple, madame, on souhaite que l'on retourne à des élections présidentielles organisées à 2 tours.
c'est d'une importance capitale. Parce qu'aujourd'hui, avec le scrutin à un tour, il y a risque que l'on élise un président de la République à un taux moins élevé que celui des autres Congolais qui n'auront pas voté pour lui. Imaginez que vous ayez un président de la République élu seulement par 15% de la population. Ça veut dire que le reste de la grande majorité des Congolais ne va pas se reconnaître dans ces présidents. Or, en démocratie, c'est d'abord la légitimité. Et la légitimité, ça veut dire les gouvernants doivent se reconnaître dans le gouverné. Il y a une espèce de la loi de la réflexivité. Donc, c'est plus que salutaire que l'on retourne à 2 tours pour parer à ces problèmes de légitimité au nom de la démocratie que nous devons consolider. Lorsque on veut empêcher aux candidats députés nationaux, aux parlementaires, même aux députés provinciaux, d'avoir pour suppléants leurs enfants, leurs femmes, madame, c'est pour assainir l'arène politique. Parce qu'on ne voudra pas que l'engagement politique soit en réalité une espèce de gagne-pain familial ou gagne-pain personnel. Non, la politique ne devra pas être une profession, elle devra être une mission bien limitée dans le temps. Vous savez, on a aujourd'hui subi des conséquences désastreuses de ces dispositifs électoraux qui n'empêchaient pas aux parlementaires d'avoir pour suppléant le membre de leur famille. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher un mandat à la députation provinciale, un autre à la députation nationale, et puis au niveau du Sénat. Et comme ils ne peuvent pas cumuler toutes ces fonctions, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent leurs enfants, leur famille. Et là, en réalité, c'est la République qui est prise en otage par un groupe d'individus. C'est l'argent de l'État qui ne profite pas à tout le Congolais. Voyez-vous, il y a une espèce de gémonie, une espèce de coterie qui s'est créée. Ce n'est pas possible. Il faut éviter ça. Lorsque ces parlementaires considèrent que la CENI, ceux qui doivent animer cette institution, doivent être désignés sur base d'une procédure qui emporte consensus, c'est une démarche à saluer. Parce que sur le plan de la finalité, ce que l'on recherche, c'est l'indépendance, c'est la neutralité, c'est la crédibilité, c'est la confiance que l'on doit avoir dans les animateurs de la CENI, en même temps dans la CENI elle-même. Donc, je peux vous citer quantité d'exemples, madame, des propositions faites par ces 13 personnalités. Donc, c'est une démarche à saluer. Et surtout, considérant le fait qu'ils forment ces individus qui forment ces caucus de 13 personnalités, c'est des gens qui sont issus des différents blocs politiques. Ils se sont dépassés de leur formation politique. Ils considèrent que le véritable parti politique qu'ils doivent défendre, c'est la RD Congo. Donc lorsqu'il faut parler RD Congo, il faut parler problème de Congo, il faut se dépasser. C'est une démarche à saluer. Alors sur le plan de la forme, pourquoi ces 13 personnalités n'étaient pas allées à l'Assemblée nationale ou au Parlement? Pourquoi n'avaient-elles pas pris la voie institutionnelle plutôt que celle qu'elles ont prise? Écoutez, tout chemin mène à Rome. Mais vous êtes aussi sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a une espèce de crise en lice qui sévit au niveau des institutions. Nous ne devons pas faire la politique à l'aveuglette. Ça veut dire fermer les yeux. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est la réelle politique. Et donc, aussi dans un esprit d'avoir un large consensus, on ne devra pas seulement se limiter à ceux qui sont au niveau des institutions. Alors que dire de ces deux Congolais qui sont en dehors des institutions? Ils seraient moins Congolais que les autres. Madame, ici c'est le problème du Congo. Ici c'est le problème qui concerne tout le monde. Il faut donc tenir en compte aussi les invisibles de la démocratie, le sacrifier, cette majorité silencieuse qui n'est pas forcément incarnée par la majorité parlementaire. Donc je pense que c'était des bonnes lois, qu'au-delà de la voie institutionnelle qu'on suivra plus tard,
que l'on puisse avoir le consensus des autres, de ceux qui sont aussi en dehors des institutions. Donc vous êtes de ceux qui soutiennent cette démarche. Alors pourquoi évoquer ce débat d'élection? Parce qu'il y a encore 3 ans devant nous. N'est-ce pas un dialogue implicite? C'est vrai, je comprends la crainte des uns et des autres, en ce qu'il s'est installé ici en République démocratique du Congo une espèce de tradition qui veut qu'après dialogue, il y a partage de pouvoir. C'est vrai. Mais à entendre parler ces 13 personnalités, dont je ne suis pas le porte-parole, je dois le signaler, ce qui intéresse, ce n'est pas le partage de postes, c'est plutôt trouver des solutions à des véritables problèmes. Le problème de la crise post-électorale. Est-ce que c'est un dialogue en douceur? Oui, c'est un dialogue, mais un dialogue, je considère, social, un dialogue pour trouver des solutions aux problèmes. Moi, je suis de ceux qui pensent que pour gérer le pays comme l'ère du Congo, il faut toujours une démarche triptyque. Il faut dialoguer, il faut des propositions, donc proposer, et puis il faut des actions. Vous savez, quel est l'avantage du dialogue? L'avantage du dialogue, c'est de créer un consensus. Et lorsqu'il y a consensus, il y a la confiance qui naît. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement politique congolais est caractérisé par une méfiance mutuelle. Donc c'est ça le véritable enjeu du dialogue. Mais ce n'est pas eu un dialogue avec finalité de partage de responsabilités. Et puis, est-ce que c'est bientôt de parler dialogue ou de parler élection alors que nous sommes encore à 3 ans de la fin de mandat du président de la République? Écoutez, madame, plus vite on le fait, mieux c'est. Il faut avoir la capacité d'anticiper le problème. N'attendons pas à la veille pour qu'on fasse les choses à la va-vite. Ces réformes qui doivent être initiées sont des réformes très importantes qu'elles prendront du temps. Donc s'il est plus que temps, il est plus que nécessaire de le commencer. Au-delà de ça, il faut signaler que dans la vie, on n'a pas toujours assez de temps, mais on en perd beaucoup. Et le temps n'est pas notre allié. Vous pensez que 3 ans c'est beaucoup, mais en réalité, je vous dirais que 3 ans c'est peu. Pourquoi? Parce que lorsque il y aura dialogue, lorsqu'il y aura consensus sur les différentes réformes électorales à mettre en place, il faudra le couler en moule juridique. Ça veut dire qu'il faudra que le Parlement se réunissent pour que des lois soient adoptées, parce que c'est la prérogative de parlementaires d'adopter des lois. En même temps, il faut faire les suivis, il faut prendre des mesures d'accompagnement de ces recommandations, il faut prévoir les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de ces recommandations. Tout ça, ça prendra le temps. Donc, ça a été bien réfléchi de lancer cet appel au consensus bien avant, plutôt que d'attendre de le faire à la veille. Parlons à présent du forum sur le consensus de réforme électorale. En tant qu'avocat que vous êtes, pourriez-vous nous dire quel est l'objectif poursuivi par ce forum? Madame, ce n'est pas le fait que je sois avocat qui me permettra d'opiner sur le fond de ces forums. D'abord, je dois vous dire que je ne suis pas très intéressé à cette initiative. Je soutiens plutôt celle des 13 personnalités parce que je considère que c'est une œuvre congolo-congolaise. Alors que dans la démarche de ces forums initiés par le professeur Bob Kabamba, qui est d'ailleurs en belge, il est naturalisé belge, ça veut dire qu'il a perdu la nationalité congolaise, et surtout financé par la communauté internationale, je vois une espèce de volonté impérialiste de maintenir notre pays dans la génuflexion. Vous savez, madame, les élections sont une question importante, c'est une question d'ordre de souveraineté. Nous ne devons pas toujours accepter de l'ingérence sur ces questions-là. Et d'ailleurs, de ce point de vue, j'ai toujours eu un regard très favorable sur l'ancien, qui le comprennent, des gens qui savent quels sont les véritables problèmes de Congolais, qu'est-ce qu'on peut faire
pour que le quotidien de Congolais soit amélioré. En réalité, c'est ça la finalité de la politique, plutôt que de se retourner vers les officines extérieures, faire une politique excentrée. Ce n'est pas une démarche que nous nous soutenons, parce qu'il faut préserver la souveraineté de notre pays. C'est ce qui va recréer la force, l'unité, l'esprit nationaliste. Mais pensez-vous que ce forum ira jusqu'au bout, alors qu'il n'a pas réuni le consensus de toutes les forces politiques? Déjà, c'est ça le véritable problème. Les initiateurs de ces forums ont inversé la démarche. Plutôt que d'aller d'abord discuter avec les acteurs politiques, recueillir les consensus et par la suite organiser le forum, ils ont placé la charrue avant le bœuf. Et voilà, ils sont plus vite rattrapés par la réalité des choses. Aussitôt le forum a été ouvert, aussitôt il a été suspendu, parce qu'il faut requérir le consensus. Mais moi, je dis, avec cette maturité que le peuple congolais a, avec cette dénonciation des tendances impérialistes que nous voyons, avec cette démonstration qu'on veut nous faire que les Congolais sont incapables de discuter eux-mêmes, de trouver un consensus, de s'organiser pour des problèmes qui les concernent, nous allons faire des choses mieux. Ça veut dire que nous allons tous plutôt nous ranger vers une solution congolo-congolaise plutôt qu'une solution qui, sans l'accomplissement d'un agenda extérieur. Madame, nous devons combattre cela. Il est plus que temps que les Congolais prennent conscience qu'il n'y a que les Congolais eux-mêmes qui trouveront des solutions à leurs problèmes. Ce n'est pas l'extérieur. Nous sommes en politique, madame. Il n'y a que les intérêts qui comptent. Ceux qui le font, ceux qui financent, qu'est-ce qu'ils attendent en retour? Il y a des intérêts latents, des intérêts cachés, et nous ne voudrons pas de cela. Ce que nous voulons, c'est que le Congolais se retrouve, que le Congolais eux-mêmes soient à l'œuvre, parce que là, ça permettra aux Congolais de se rassurer. C'est un problème de confiance. Vous savez, ça sera un motif de fierté si, 60 ans après, aujourd'hui d'ailleurs, nous démontrons à la face du monde que nous, Congolais, nous pouvons nous organiser de même, nous pouvons construire notre pays, nous pouvons trouver nous-mêmes des solutions à nos problèmes plutôt que de nous adonner à l'extérieur. Ça, c'est lorsque l'extérieur vient toujours, c'est en réalité une espèce d'infantilisation. Nous ne sommes pas des enfants, madame. Nous ne sommes pas des enfants. Il faut arrêter de blaguer avec la souveraineté. Moi, je suis juriste de formation. Je connais ce que c'est la souveraineté d'un pays. Maître Carlos Kaombo, que pensez-vous vraiment de la proposition de loi de Daniel Mbao? J'ai été très heureux lorsque j'ai suivi cette initiative de l'honorable Daniel Mbao sur le service militaire obligatoire pour les jeunes dont l'âge varierait entre 18 et 25 ans. C'est une initiative aussi à saluer. Pourquoi? Parce que une telle initiative répond à un besoin pressant, celui de recréer l'esprit patriotique, l'esprit nationaliste. Tenez, madame, notre constitution, lorsqu'elle a été adoptée par le peuple congolais en 2006, le peuple congolais a levé l'option d'un service militaire obligatoire. Il faut le voir dans l'article 63, où on fait de la défense de la République un devoir sacré qui pèse sur chaque citoyen congolais. Et aujourd'hui, il faut le dire, notre pays fait face à des incursions des armées étrangères. Ça veut dire qu'on a un besoin de défendre la République, on a un besoin de maintenir l'intégrité territoriale. Face à ces besoins multiples, il était de bonne politique que l'on puisse voir la jeunesse qui est une réserve stratégique, de permettre à la jeunesse d'avoir cet esprit patriotique pour défendre la nation contre les vents et marées. Parce que la jeunesse, madame, c'est la relève. Cette proposition, je la vois aussi avoir pour avantage de permettre à la jeunesse, demain, après l'accomplissement de ce service militaire obligatoire, d'être facilement insérée dans la vie sociale.
Ça, c'est un avantage. Au-delà de ça, madame, vous savez, c'est une innovation ici en RD du Congo, mais c'est une recette tirée déjà d'ailleurs. Et dans d'autres pays où ce service militaire obligatoire a été instauré, il y a eu de résultats escomptés. Je prends le cas de l'Israël, je prends le cas de Maroc, je prends le cas de plus près de nous, de la Tanzanie. Donc voilà, c'est sur base de cette expérience vécue ailleurs que nous instaurons ces services. Mais écoutez, vous allez aussi voir qu'au-delà de l'accomplissement du service militaire, il y a aussi un objectif de production. Vous savez que si on permettait à la jeunesse, de par les énergies que là, de pouvoir prendre part active à la production agricole, vous savez combien les Congolais on va nourrir. Je lisais très récemment une tribune de l'honorable sénateur Didier Moumengi qui prônait la militarisation de l'agriculture. Vous savez, si on permettrait à la jeunesse, avec tous les moyens possibles, de pouvoir s'investir dans la production agricole, ça sera un mieux-être social partagé, ça sera une croissance, ça sera une courbe vers le développement de notre pays. Donc c'est une initiative très intéressante. L'appel que je fais à tous les parlementaires, c'est de soutenir cette initiative et à la jeunesse de la soutenir davantage parce que c'est de telles initiatives qui permettent aux jeunes de pouvoir être responsabilisés, de pouvoir préparer pour des grands enjeux de demain. Mais madame, au-delà de cet aspect de service militaire obligatoire, au-delà de répondre à un besoin pressant, celui de la sécurisation de notre pays, de la défense de la République, moi je me dis, il faudra au-delà peut-être récompenser aussi ceux qui seront passés par ce service militaire obligatoire. Pourquoi ne pas dans l'avenir créer une banque de la jeunesse qui aura pour rôle de financer des investissements ou de la création des entreprises de ceux-là qui seront sortis de ce service militaire obligatoire. Pourquoi ne pas leur accorder un certain nombre de facilités pour ceux qui voudront émerger dans l'entrepreneuriat, par exemple leur accorder de l'exonération, parce qu'on a vu récemment qu'il y avait des exonérations qui étaient accordées en cascade, d'ailleurs à des puissants, à des gens qui ont déjà de l'argent. Et ça serait mieux si on accordait ces exonérations à des jeunes qui seraient issus du service militaire obligatoire, question de faciliter la création de richesses, parce que des jeunes qui créent des entreprises, c'est des emplois que l'on crée. En réalité, ce serait un accompagnement à l'État dans sa politique de résorber le chômage. Nous exhortons aussi le gouvernement de ne pas seulement se contenter de voir cette loi être adoptée et promulguée, mais de prendre des mesures d'accompagnement nécessaires. Et c'est là le véritable rôle que le ministère de la Jeunesse, avec le ministère de la Défense, devront jouer. Monsieur, alors je vous ai entendu parler de beaucoup de choses ici. Vous avez parlé que le gouvernement doit accompagner. Donc ça, vous faites référence à ce qui va arriver après cette formation militaire. Parce que là, il faudrait penser à bien étudier le terrain avant de faire une proposition pareille. Exactement, madame. Notre souhait n'est pas que les jeunes se découragent. Parce que s'il faut voir la vie des non-militaires, des hommes qui défendent notre pays, des hommes qui donnent de leur vie pour notre pays, ça découragerait beaucoup de jeunes. Alors nous voudrions que l'on crée des incitants. Ça veut dire que le jeune ne regrette pas les années passées dans ce service militaire obligatoire. Donc il faut que le gouvernement pense à l'après-service, à des mesures d'accompagnement pour permettre à ce jeune de s'insérer facilement dans la vie sociale. Parce que ce serait une espèce de temps perdu lorsqu'on va passer toute une année à servir la nation et que par la suite on n'a pas une récompense. Parce qu'il y a un adage qui dit aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ça veut dire que la patrie devra être reconnaissante. Donc cela est un appel que nous lançons au gouvernement à mener une politique publique cohérente sur la question de la jeunesse. Cette jeunesse qui va s'orienter dans la défense de la République, mais qui devra par la suite être encadrée
pour son insertion dans la vie active. Parce que, madame, il faut tenir que il y a une espèce de mur infranchissable aujourd'hui entre le monde des études et celui de l'emploi. Les jeunes qui finissent les études, qui ont des diplômes, n'ont pas facilement d'emploi. Mais curieusement, ceux qui ont déjà de l'emploi vont à la recherche des diplômes. Donc c'est un véritable paradoxe. Donc il faut prendre ces problèmes dans la globalité pour trouver une solution globale qui satisfasse tout le monde. Parlons à présent de la liberté provisoire de Vital Kamerhe qui est souvent rejetée. Que faut-il retenir ou qu'est-ce qu'il y a à craindre derrière cette liberté provisoire que Vital Kamerhe ne cesse de demander avec insistance? Madame, écoutez, moi je n'ai rien à craindre parce que je ne fais pas partie de ceux qui refusent d'accorder cette liberté provisoire à l'honorable Vital Kamerhe. Et par ailleurs, de par la profession que j'exerce, la déontologie ne me permet pas de commenter les décisions de justice. Mais je vais plutôt essayer de donner un avis en tant qu'observateur, en tant qu'acteur politique à part entière. Vous savez, madame, les charges qui pèsent sur l'honorable Vital Kamerhe sont tellement lourdes que c'est pas facile pour lui de s'en sortir. Peut-être que le juge, dans son intime conviction, estime que ce serait inutile d'accorder une liberté provisoire à quelqu'un qui n'aurait pas de chance d'être disculpé au regard de la gravité de faits commis. Peut-être ça, mais aussi, vous savez, c'est un acteur, on le voit, le partisan de l'UNC qui crie à la politisation du procès, alors que voilà, ça n'en était pas. Hein. On a peut-être peur que demain, après-demain, que l'honorable Vital Kamerhe, après la liberté provisoire, voilà, s'échappe de la justice et que en face de lui, un prisonnier, bon pas prisonnier politique, mais une victime d'un procès politique, puis par la suite organisant un dialogue et appelé à la décrispation, voilà, peut-être ça. Mais laissons la justice faire son travail. Ceux qui ont reçu la mission de dire le droit devront sans nul doute avoir plus de sagesse que nous. Je pense que ils administreront la justice de la manière qu'il faut. Maître Carlos Kaombo, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de terminer, j'aimerais qu'en tant que président d'un mouvement de la jeunesse, que vous lanciez un message aux jeunes qui vous suivent en ce moment. Alors, à tous ces jeunes qui me suivent en ce moment, le seul message que je vous lance, c'est celui de comprendre qu'il n'y a que les jeunes qui trouveront des solutions à leurs problèmes. Il n'y a que nous, jeunes, qui allons jouer un rôle crucial dans le solutionnement de nos problèmes. Arrêtons de regarder l'avenir comme une menace. Regardons plutôt l'avenir avec espérance, parce que le Congo est une terre d'espérance. Organisons-nous, mutualisons nos forces, restons ensemble, concentrons-nous sur l'essentiel et nous allons relever ces paris, parce qu'ensemble, tout devient possible. C'est Carlos Kaombo et Sarah Kayeye. Je vous dis à la prochaine pour une autre édition. Au revoir. Et comment on peut s'envoler là? Africa TV Network. S'abonner na Africa TV Network. Ndema Kambo, bana poto, bana Africa, bana monde entier. Est-ce que bon on a touché le cœur? Est-ce que bon on a ida, on s'appelle Sarabino? Est-ce que bon on a modéro, bon on a yama vios, ma viokele? S'abonner na bana poto, bana monde entier mobimba. Beaucoup en Africa Network. Makambo yesuka le kuma mungu ate opesi mbwa zimbwa boya trou. Tindezana melangona lipa. Vous comprenez? Là, quand en anglais, is the Waterloo. S'abonner. Africa Network TV. Africa TV Network. S'abonner. Sinon, tu n'as pas ça. Bango diki.
S'abonner Africa TV Network Makamo. Désormais, suivez un prophète Akitambo sur Africa TV Network. Nazali awa ba mateya ba prédication. Na senga ba ndeko tous s'abonner pour na kolanda mateya. Il y a un prophète Akitambo. Tous s'abonner ebele na makasité na bo pétenyon surtout avec Mouké Image. Sois béni. Merci. Oui, je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube African TV Network chez Mouké Image des d'avance. Jo mukamba African TV Network. Osabone massivement, check c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Ndena okepa les grands boss 10 ans d'avance Mouké Image. Ndena okepa na ye.